suis reconnu par beaucoup de gens dans la rue et énormément de gens viennent me saluer, de telle sorte que je pense que nous avons une bonne dynamique de campagne. Ça se voit d'ailleurs dans notre résultat de notre mouvement politique. On a actuellement 250 à 300 adhésions par jour. C'est quand même beaucoup et je suis convaincu que je vais faire une percée et que je ferai un score qui vous surprendra le soir du premier tour. Je repose ma question. J'ai bien entendu, effectivement, le grand débat est un rendez-vous très important puisque 6 300 000 Français l'ont regardé sur BFM TV et CNews. Mais vous-même, comment vous voyez ces rapports de force, cette montée de Jean-Luc Mélenchon, comment vous l'expliquez ? Oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon bénéficie en effet d'une certaine dynamique parce qu'il dit des choses qui d'ailleurs, sous certains côtés, s'inspirent assez de celles que je dis depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il est très critique sur l'Europe. Maintenant, il propose de sortir de l'OTAN, ce que je propose depuis 10 ans. Et puis, il agite la question de la paix. Il l'a fait à Marseille. C'est ce que je dis également. La différence entre M. Mélenchon et moi-même, c'est que lui, il est évidemment beaucoup plus connu. Mais lui, il est coincé à gauche. Et puis, on va voir, M. Hamon a dit qu'il allait le rallier au deuxième tour si M. Mélenchon était au deuxième tour. Ça veut dire que M. Mélenchon, en fait, n'est pas clair dans son positionnement sur le sujet capital de notre époque, qui est celui de la construction européenne et de l'appartenance à l'Union européenne. Alors que moi, beaucoup de gens me découvrent et viennent me voir parce qu'ils ont découvert, notamment lors de ce débat de l'autre soir, d'une part que je connais mes dossiers. J'ai été un petit peu brocardé d'ailleurs parce que je citais des articles des traités. Mais moi, je suis abordé dans la rue par des gens qui me disent, écoutez, formidable, vous êtes précis, vous êtes convaincant, on est allé voir les traités en question, on est allé voir les articles. Et puis, je suis également très clair parce que je suis le candidat qui propose de sortir paisiblement, sereinement, juridiquement de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN en lançant le Frexit, comme les Britanniques ont lancé le Brexit il y a quelques jours. Et d'ailleurs, ça se passe très bien, le début des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc moi, ce qui fait, je pense, la dynamique de mon mouvement, c'est justement que les Français savent ce qui les attend. C'est clair et net. Il n'y a pas de faux fuyants. Je n'essaye pas de rassembler tous les électorats. Moi, je veux être en fait la revanche des gens qui avaient voté non le 29 mai 2005 et qui ont pu constater que leur vote n'avait absolument pas été pris en compte. Qui dit Frexit dit sortie de l'euro, évidemment, avec une dépréciation pour vous de 10%, mais pour un certain nombre d'économistes de 15 à 20%. Ça peut être un coup dur pour toutes les épargnes, les assurances vie, les pensions, les pensions des retraités, pas seulement pour les investisseurs aux gros capitaux. Non, ça c'est inexact parce que d'abord les données les plus fiables, que ce soit le Fonds monétaire international ou bien des banques comme Natixis, comme Nomura, comme ING, évaluent entre 6 et 10% la dépréciation probable du franc une fois que nous aurons recréé le franc. Mais je voudrais insister auprès de toutes les personnes qui sont inquiètes sur le fait que ça n'influera en rien le montant des dettes, de leur endettement ou le montant de leurs créances. Il y a un principe général de droit qui s'appelle la lex monetae et qui fait que lorsqu'un pays change de monnaie, toutes les dettes qui ont été contractées dans le droit national sont converties dans la nouvelle monnaie. D'ailleurs, les Français qui avaient des dettes en francs, les dettes se sont transformées en euros, et les Allemands qui avaient des dettes en Deutschmark, leurs dettes se sont transformées en euros. Oui, mais ça n'a jamais été fait dans l'autre sens. Et pardonnez-moi, ce sera la première fois qu'un pays sortirait de l'euro, et pas n'importe quel pays, ça ne s'est jamais vu, et donc ça peut être un saut dans l'inconnu avec un certain nombre de conséquences qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui. En tout cas, ce que l'on peut prévoir aujourd'hui, c'est que l'euro va exploser, puisqu'il suffit de regarder l'évolution du solde de la balance des paiements courants. Je vous prie de m'excuser, c'est un peu technique, mais entre les pays de la zone euro. Le problème qui se pose, c'est que depuis 1979 jusqu'à 2017, la compétitivité de l'économie allemande par rapport à l'économie française s'est accrue de 21%. De telle sorte que l'euro actuellement est une monnaie qui est à la fois trop bon marché pour l'économie allemande et trop chère pour l'économie française. Alors, nul ne sait comment régler ce problème. On voit que l'Allemagne engrange chaque année des excédents commerciaux de plus en plus géants et la France creuse son déficit commercial en même temps que la France voit augmenter continuellement le nombre de ses chômeurs. Vous savez, si je propose la sortie de l'euro, ça n'est pas par fantaisie. Moi, je suis quelqu'un qui connaît les dossiers, croyez-moi, et là, je peux vous assurer que si nous restons dans l'euro, nous allons voir continuellement encore grimper le nombre de chômeurs. On a eu 1 million de chômeurs de catégorie A en plus avec Nicolas Sarkozy, encore 1 million de chômeurs en plus avec François Hollande. Si on continue sur ce rythme, on va encore et encore voir grimper le nombre de chômeurs. Et d'ailleurs, la situation est encore plus grave.
pour vous, la situation est encore plus grave en Grèce, en Italie. Oui, vous rétabliriez le taux de chômage à quel pourcentage, puisque vous êtes si précis et que vous connaissez beaucoup les chiffres? Vous nous promettez quoi? Eh bien, je prends l'engagement. Je prends l'engagement, si on sort de l'euro, si on rétablit le contrôle d'échange, et si l'euro et si le nouveau franc se déprécie d'environ 10%, je prends l'engagement qu'à horizon de 2 ans, le nombre de chômeurs de catégorie A aura baissé d'au minimum à 1 million, peut-être même de 2 millions. Je voudrais insister aussi sur un aspect des choses qui n'est pas suffisamment connu, c'est que l'euro lui-même s'est beaucoup déprécié. Au cours des 3 dernières années, en 2014, 1 euro valait 1,38 $, maintenant 1 euro vaut 1,06 $, l'euro a perdu 25% par rapport au dollar. On n'en a pas fait toute une histoire. Oui, justement, c'est pour ça que peut-être que le changement ne serait pas aussi efficace. Mais c'est un autre débat. Apparemment, et je l'ai senti pendant le débat du 4 avril, vous aviez l'air de considérer que Marine Le Pen était un peu timide dans sa sortie de l'Europe. C'est cela votre pensée ? Oui, parce que Madame Le Pen, en fait, elle est extrémiste sur des tas de choses qui ne me concernent pas. Moi, je ne cherche jamais de bouc émissaire. Je ne suis pas là pour diviser les Français sur des sujets clivants. Moi, je n'ai pas de phobie. Je ne suis pas islamophobe. Je ne suis pas antisémite. Je ne suis pas homophobe. Je ne suis pas, voilà. Moi, je veux rassembler les Français. Alors là-dessus, pour la chasse aux immigrés, Madame Le Pen, elle est très forte. En revanche, quand il s'agit de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, là, elle est d'un seul coup. Oui, parce que Madame Le Pen, en fait, elle est extrémiste sur des tas de choses qui ne me concernent pas. Moi, je ne cherche jamais de bouc émissaire. Je ne suis pas là pour diviser les Français sur des sujets clivants. Moi, je n'ai pas de phobie. Je ne suis pas islamophobe. Je ne suis pas antisémite. Je ne suis pas homophobe. Je ne suis pas, voilà. Moi, je veux rassembler les Français. Alors là-dessus, pour la chasse aux immigrés, Madame Le Pen, elle est très forte. En revanche, quand il s'agit de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, là, elle est d'un seul coup. Et jamais de bouc émissaire. Je ne suis pas là pour diviser les Français sur des sujets clivants. Moi, je n'ai pas de phobie. Je ne suis pas islamophobe. Je ne suis pas antisémite. Je ne suis pas homophobe. Je ne suis pas, voilà. Moi, je veux rassembler les Français. Alors là-dessus, pour la chasse aux immigrés, Madame Le Pen, elle est très forte. En revanche, quand il s'agit de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, là, elle est d'un seul coup extrêmement timorée. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, en plus, son programme change tous les jours, mais aux dernières nouvelles, elle dit qu'elle va sortir de l'euro après les élections italiennes qui se tiendront en 2018. C'est-à-dire qu'on va perdre encore 1 an avant de peut-être commencer à envisager de sortir de l'euro. Et je rappelle que pour sortir de l'euro et de l'Union européenne, il faut mettre en œuvre l'article 50, ce que font les Britanniques, et engager une procédure de négociation qui peut durer 2 ans. Ça veut dire qu'avec Madame Le Pen, dans 3 ans, on y sera encore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, nous, si je suis élu, je l'ai déjà dit, eh bien, très rapidement, je mettrai en œuvre, tout de suite d'ailleurs, je mettrai en œuvre l'article 50. Et comme donc, je l'ai déjà dit aussi, il ne faut pas que les Français aient peur. Juste un mot, Monsieur Asselineau. Oui, ça pourra prendre 1 an et demi ou 2 ans. Comment jugez-vous la polémique qui a été lancée justement, Madame Le Pen considérant que la France n'était pas responsable de l'arrestation des arrestations du Veldiv. Il y a un instant, Jean Lassalle, qui était l'invité d'Olivier Truchot, a regretté cette déclaration de Marine Le Pen. Il a fustigé ses propos en disant qu'il divisait les Français. Quel est votre avis ? C'est exactement mon avis, ce que j'ai dit ce matin sur France Inter. Ce sont des gens de polémique tout à fait inopportunes. Vous savez bien qu'il y a 2 façons de voir l'histoire. Il y avait l'idéal gaullien qui avait dit que la légitimité de la France s'était réfugiée à Londres, et donc c'est de ce point de vue-là qu'il déclinait la responsabilité. Et puis il y a aussi la réalité des faits, c'est-à-dire que ce sont quand même des fonctionnaires français qui ont participé à ces abominations, et donc le revirement qu'avait fait Jacques Chirac en reconnaissant la responsabilité. Personnellement, je trouve que ça fait partie de ces sujets odieux qui divisent totalement inutilement la population française au moment où on doit les rassembler. J'ajoute d'ailleurs que le devoir du président de la République, c'est de rassembler les Français, c'est d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, c'est de rassembler les Français et ne pas les diviser. Encore une fois, Madame Le Pen, comme son père, divise les Français sur des sujets, c'est très très inopportun et très inutile. François Asselineau, apparemment un de vos amis, un membre de votre parti sur Télé Lyon Métropole, s'est opposé à l'idée d'une sécurité
européenne et il a vu, je cite, derrière l'idéal européen, la main des multinationales allemandes et américaines, les mêmes qui ont financé le Troisième Reich, a-t-il dit. C'était les multinationales allemandes et américaines qui, à l'origine, avaient même financé Adolf Hitler pour jeter les bases d'une nouvelle Europe. Ce n'est pas du complotisme, ce sont des informations historiques. Allez vérifier, a-t-il dit à nos confrères de Télé Lyon Métropole. Comment réagissez-vous ? Oui, alors on peut faire des recherches historiques. C'est vrai qu'il est intéressant pour les téléspectateurs d'aller se renseigner, par exemple, sur le parcours de Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne, celui qui avait conçu le traité de Rome. En fait, c'est tout à fait une vérité historique, a été l'un des juristes d'Adolf Hitler qui avait été négocié le projet de nouvelle Europe avec Mussolini après les accords de 1938. D'ailleurs, Walter Hallstein avait ensuite été arrêté par les Américains à Cherbourg en 1944, avait été transféré aux États-Unis et là il avait suivi des camps, il avait été à Camp Kumo notamment avant de revenir en Allemagne. Enfin ça c'est de l'histoire, vous savez les Françaises qui veulent surtout maintenant c'est du concret. Mais donc vous regrettez ces propos, ces propos et vous regrettez que justement ils puissent apparaître comme pour critiquer à tout prix l'Europe aussi des propos diviseurs et des propos qui renvoient à des périodes qu'on a un peu soldés tous en fait. Vous y revenez vous aussi? Oui, c'est sans doute maladroit de le rappeler, mais il y a quand même un fond juridique, un fond historique qui n'est pas faux derrière. Il est vrai que les origines de la construction européenne. Non, mais j'ai bien compris, mais vous regrettez ces propos ou pas? Vous regrettez ces propos ou pas? Je pense qu'actuellement, c'est assez inopportun d'évoquer ces questions. Actuellement, je le dis, ce qui manque, ce que les Français veulent savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer, par exemple, pour leur emploi. Qu'est-ce qui va passer pour leur niveau de vie? Moi, je propose de porter à 1 300 € net par mois le SMIC. Je propose aussi de sortir beaucoup de Français âgés de l'indigence. Actuellement, il n'est pas normal que les retraites soient en dessous du seuil de pauvreté. Je propose de passer les retraites à 950 € par mois. Je propose également de lutter enfin efficacement pour la protection de l'environnement. Et ça passe notamment par protéger nos agriculteurs d'une concurrence féroce venue notamment de l'Union européenne, de pays où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture. Et notamment, je propose aussi d'essayer d'établir dans la terre des jeunes Français qui veulent s'installer dans l'agriculture, notamment pour l'agriculture biologique ou la permaculture. Il y a beaucoup de choses à faire en matière agricole, en matière de protection de l'environnement. Et si on sort du schéma ultra-productiviste des traités européens, il y a une possibilité de changer vraiment le cours des choses. François Asselineau, vous avez fait HEC, vous êtes énarque, vous avez été conseiller de Paris, vous avez été proche de Charles Pasqua notamment. Vous voyez l'aspiration au renouvellement des Français. Vous considérez que vous êtes une proposition renouvelant la vie politique, sincèrement ? Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis, je crois, la seule vraie nouvelle tête parmi les 11 candidats, la seule vraie personnalité que personne ne connaissait. Par ailleurs, je ne suis pas un politicien de formation. Je n'ai pas passé ma vie dans des mouvements politiques. Je suis un haut fonctionnaire. Je crois que je suis quelqu'un d'honnête. Je n'ai pas d'affaires qui tintinabulent à mes basques. Je ne rémunère pas mon épouse, n'est-ce pas, comme attaché parlementaire. Je suis quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fiable, quelqu'un de serein, quelqu'un de très républicain. J'en profite pour rappeler que notre mouvement a été classé par le ministère de l'Intérieur en liste divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. Et comme le programme que je propose insiste beaucoup sur la nécessité d'assurer la justice et l'égalité sociale entre les Français, de rétablir les grands services publics à la française, avec notamment les renationalisations ou les interdictions de privatiser des grands services publics comme EDF, GDF, La Poste, la SNCF, les sociétés d'autoroutes et d'adduction d'eau, eh bien ça amène à notre mouvement des Français de tous les horizons et aussi beaucoup de Français de gauche qui se rallient à ce mouvement politique nouveau en plein essor. J'ai une dernière question, Else, pour une réponse très brève. On a beaucoup parlé de la Syrie, vous voulez sortir de l'OTAN. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rentrer dans une forme d'alliance avec Vladimir Poutine ? Non, il s'agit pas d'avoir une alliance avec Vladimir Poutine. Moi, je veux que la France retrouve ce qu'elle était du temps de Charles de Gaulle, c'est-à-dire une puissance non alignée. Voilà. Je ne veux pas que la France appartienne à l'OTAN, mais il ne s'agit pas de passer une alliance avec Vladimir Poutine les uns ou les autres. Il s'agit d'entretenir des bonnes relations avec le plus grand nombre possible de pays du monde et surtout ce que je voudrais,
au troisième millénaire, c'est que la France se fasse le porte-parole du droit international, notamment à l'Organisation des Nations Unies, et également qu'elle entretienne, qu'elle renoue des relations de confiance et de plus grande proximité avec l'Organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous. Donc François Asselineau ce soir sur BFM TV. Demain, ce sera Nicolas Dupont.